Chapitre 2. Gérer les sols pour nourrir l'humanité. La production agricole doit fournir les aliments nécessaires à un nombre croissant d'êtres humains. En effet, nous devrions être plus de 10 milliards en 2050. La première révolution agricole a lieu au début du XIXe siècle avec la mécanisation de certains travaux. Depuis les années 50, la modernisation de l'agriculture a permis d'accroître la production alimentaire. Il y a de moins en moins de personnes sous-alimentées. Cependant, tous les pays ne sont pas égaux face à la faim et nous verrons plus tard que cela est lié à la ressource en eau et au climat. D'autre part, l'accroissement de la production agricole n'est pas sans conséquences sur l'environnement et la santé. En effet, pour répondre à la demande des consommateurs que nous sommes, certaines pratiques peuvent être lourdes de conséquences. Voyons dans un grand 1 l'utilisation de l'énergie solaire dans les agrosystèmes. Tous nos aliments proviennent directement ou indirectement de la photosynthèse. La compréhension du fonctionnement de la chaîne alimentaire a permis à l'homme, au néolithique, de commencer à développer la culture et l'élevage. C'est le début des agrosystèmes. Selon les gamers, les zombies sont au sommet de notre chaîne alimentaire. Cependant, nous constatons que ce sont bien les végétaux qui vont être mangés par les animaux, puis par l'homme. Les végétaux sont ainsi qualifiés de producteurs primaires de matière organique, tandis que les animaux sont des producteurs secondaires. La transformation de matière minérale en matière organique par les végétaux dépend de l'énergie solaire. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la totalité de nos aliments dépend alors de l'énergie du soleil. Celle-ci est convertie au cours des 2 cycles de la photosynthèse. La production de matière organique par les végétaux correspond à la fabrication de biomasse. On parle de productivité primaire. La production de matière animale nécessite une consommation de matière organique végétale et donc une production végétale importante. En effet, lors du passage d'un niveau trophique à l'autre, il y a des pertes importantes de matière et d'énergie. À chaque niveau trophique, une partie de la matière organique ingérée par les consommateurs est transformée en énergie. Une partie est assimilée pour produire la matière organique nécessaire à la croissance effective et l'énergie liée au métabolisme qui sera perdue par chaleur et transpiration. La matière produite par les végétaux est consommée par les producteurs secondaires parmi lesquels on trouve les consommateurs primaires, les herbivores ou phytophages, et les consommateurs secondaires, les carnivores ou zoophages. D'un niveau trophique au suivant, le rendement de production de matière organique diminue. La masse de matière organique produite par un niveau sera donc supérieure à celle produite par le niveau suivant. Produire de la matière organique animale nécessite d'utiliser plus d'énergie, de ressources en eau et de surface de sol que produire de la matière organique végétale. Cela peut s'expliquer par le fait que les animaux élevés sont des herbivores et ils ont donc besoin que l'on cultive d'abord des végétaux pour être nourris avant de prélever la matière organique issue de cette consommation secondaire. Les terres cultivables sont donc une ressource de plus en plus rare car elles se heurtent à l'urbanisation. Nous voyons sur ces cartes que les terres cultivables gagnent du terrain au détriment des prairies et des forêts. Même les terres improductives comme la péninsule arabique ou les pourtours du Sahara deviennent exploitées par des prairies extensives. On voit ici une vue aérienne du Sahara égyptien sur lesquelles les agriculteurs commencent à mettre en place des cultures en pivot à cause de l'arc
d'arrosage. Cependant, l'eau douce n'est pas une ressource disponible partout. L'eau salée étant impropre à la culture, l'importante quantité d'eau contenue dans les mers et les océans ne peut pas être utilisée. L'utilisation de l'eau en agriculture et dans la vie quotidienne pèse donc de plus en plus sur les pays et cela devient même une source de conflit. Certaines zones, notamment de l'hémisphère sud, sont qualifiées à fort risque alimentaire, c'est-à-dire que la ressource disponible n'est pas compatible avec l'alimentation correcte de la population et cela entraîne des conflits. Voyons maintenant dans un grand 2 le sol. Nous avons vu que l'élevage dépend de la culture et la culture va dépendre du sol. On peut caractériser un sol en fonction de sa couleur, de sa texture, de sa structure, de la nature de sa roche-mère et de la faune qui l'habite. Il existe donc une grande diversité des types de sols. Un sol est formé de différentes couches que l'on appelle horizons. L'horizon situé en surface est recouvert de végétation. Il s'agit de la litière. Juste en dessous se trouve l'humus. C'est une couche riche en matière organique, provenant souvent de la décomposition des végétaux ou des animaux morts. À la base du sol, on trouve une couche riche en matière minérale où la roche-mère est altérée. Le sol est composé en majorité de matière minérale, d'air, d'eau et de moins de 5% de matière organique. C'est aussi un milieu de vie. On y trouve des insectes, des champignons, des bactéries et des invertébrés. Les êtres vivants du sol sont très diversifiés. Ils sont répartis verticalement et ils participent à la formation de l'humus et à la minéralisation de la matière organique. Par leurs déplacements verticaux pour aller chercher la matière organique et la transformer en matière minérale, ils permettent un brassage du sol, c'est-à-dire qu'ils réalisent un transfert de matière. Il existe donc un véritable réseau trophique du sol que vous avez étudié en 6e et qui participe au cycle du carbone. La formation d'un sol est lente, de 0,02 à 0,1 mm par an. Le sol résulte d'une interaction entre la roche-mère et la biosphère, et la nature chimique et l'épaisseur du sol dépendent à la fois du climat, les précipitations et les températures, et de la nature de la roche-mère, ce qui explique l'inégale répartition des sols à la surface de la Terre. Par ses activités comme le transport, les loisirs, l'urbanisation, l'homme est responsable d'une certaine dégradation des sols. Voyons donc dans un grand 3 comment améliorer la gestion des sols et des ressources. Il existe de nombreuses causes de dégradation des sols, mais certaines pratiques agricoles ont également un impact sur l'érosion des sols. Alors, dans un souci de développement durable, il nous faut réfléchir à une meilleure gestion de ces sols. Dans un premier exemple, on constate que l'enjeu énergétique va interférer avec l'agriculture. En effet, les sols cultivables sont utilisés pour produire des agrocarburants dans le but de remplacer l'essence par l'éthanol et le diesel par des esters d'huile végétale. Cependant, pour que les cultures vivrières ne soient pas délaissées au profit des agrocarburants, l'homme utilise de nouvelles techniques. Mais cela a engendré une importante déforestation afin de récupérer de nouvelles surfaces cultivables. Chaque année, une surface équivalent à 20% de la France est détournée définitivement de ses fonctions biologiques pour devenir une zone commerciale, une zone d'habitation, un aéroport, etc. De vastes régions sont en train de devenir des déserts biologiques. Une meilleure connaissance des qualités et des défauts de chaque sol permettrait de décider de son mode d'utilisation. Elle permettrait également d'adapter les pratiques culturales pour assurer la qualité et la quantité des récoltes, tout en préservant les ressources du sol. L'agriculture impacte les sols, mais aussi l'environnement en général.
On voit dans ce document que certaines pratiques agricoles affaiblissent la biodiversité. Ceci peut être expliqué par le fait qu'une seule plante est cultivée et que l'agriculteur utilise des pesticides et des insecticides pour qu'aucune autre espèce n'envahisse son champ. Les pesticides ont pour but de détruire les mauvaises herbes, ce qui fait disparaître le réseau trophique associé. Les insecticides sont quant à eux destinés à détruire les insectes ravageurs des cultures, mais certains insecticides ne sont pas spécifiques et détruisent aussi les pollinisateurs. D'autres intrants, comme les engrais, peuvent impacter l'environnement. En effet, on voit sur ce graphique que leur utilisation n'a cessé de progresser en même temps que la surface cultivée pour assurer un meilleur rendement à l'agriculteur. Cependant, un mauvais dosage des engrais ajouté à un amendement avant une période de précipitation entraîne le ruissellement et l'infiltration des composés chimiques dans les nappes phréatiques. Cela produit une pollution de l'eau qui peut avoir d'autres conséquences, comme les marées vertes en Bretagne. Le même processus se répète avec chaque produit phytosanitaire utilisé. C'est pourquoi, avec les nouvelles technologies disponibles, l'agriculture s'est modernisée. Elle utilise maintenant des drones ou des satellites pour mesurer avec précision le taux d'hygrométrie, la teneur en phosphate, etc. L'agriculteur reçoit les informations en temps réel et il peut ainsi adapter son activité. A-t-il besoin d'arroser ou non? D'apporter un engrais? Lequel? Cela évite le gaspillage des produits phytosanitaires et la pollution engendrée, et cela réduit également les coûts de production.